Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et dès lors que tu as un match entre une volonté de vouloir réaliser quelque chose et un apport extérieur, que ce soit un événement, que ce soit une personne, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit ta famille, etc., eh ben, tu vas pouvoir avoir l'étincelle et le combustible pour pouvoir en faire quelque chose qui va vivre. J'ai le plaisir d'accueillir Abdelrahman Edjouj, chercheur et médecin spécialiste dans la neuroradiologie. Serial social entrepreneur, Abdelrahman a travaillé sur de nombreux projets, dont notamment le documentaire Californian Muslim, où lui et ses amis nous font découvrir la vie de musulmans en Californie, et le documentaire Ta dernière marche dans la mosquée, qui rend hommage aux victimes de l'attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec, au Canada, il y a quelques années. Et il n'y a que en réunissant les gens autour des projets, en fédérant autour des projets, en impliquant chacun, que tout le monde puisse y mettre un petit peu du sien, qu'on arrive à des projets qui sont successful et qui peuvent vraiment illuminer autour d'eux et toucher le plus grand nombre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Abdelrahman. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Super. T'es le premier Abdelrahman que j'interview. Ça me fait C'est ce que bizarre j'allais te dire là, C'est vrai que je parle à moi-même. donc c'est Abdelrahman. Donc il faut utiliser c'est le muthanna, c'est ça, hein, en grammaire arabe. Ah, le muthanna, le duel. Abdelrahman. Ouais, c'est ça, le duel, ouais, c'est ça. Abdelrahman, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Exactement. c'est pas habituel, mais on va s'y faire. Écoute, Abdelrahman, pour commencer, je te propose, même avant de commencer, je vais te dire comment je t'ai connu. Je t'ai connu, je crois que c'était ma belle-mère qui m'avait montré une vidéo quand j'avais commencé mes podcasts. Je sais pas, après quelques mois, elle m'avait montré une vidéo d'une personne qui était toi, du coup, et qui faisait un road trip aux États-Unis, qui allait à la rencontre des musulmans un peu partout. Et j'ai fait, tiens, c'est intéressant et tout. J'ai regardé un petit peu, j'ai survolé la vidéo. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, un de ces quatre, j'essaierai de le trouver, de le contacter, Inch'Allah. Et puis un jour, je ne sais plus, quelqu'un d'autre m'a reparlé de toi. Et c'est là que je t'ai trouvé sur LinkedIn et je t'ai contacté. Donc voilà comment je t'ai découvert. D'accord. Ah, c'était il y a combien de temps ça que ta belle-mère t'a parlé L'année de... dernière, je pense. C'est l'année dernière, d'accord, ok. Excellent. Ouais. Elle t'a parlé de Californian Muslims. C'est ça, Californian Muslims. Ouais. Je te voyais avec ta petite vidéo comme ça, investigation. C'était génial. C'est génial. On aura l'occasion C'était un beau projet. On va en reparler, ouais. On va reparler, Inch'Allah. Mais pour commencer, du coup, Abdelrahman, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation? Donc l'exercice le plus difficile. C'est ça. Bah écoute, Je mettrai une note à la fin. tu mettras une note. Écoute, on peut. Je pense que je fais, on va dire, pas mal de choses, mais on peut dire que globalement, je suis médecin, chercheur, donc médecin spécialiste dans la neuroradiologie, la neuroimagerie, chercheur dans tout ce qui concerne le cerveau, les nouvelles technologies, la neuroingénierie de manière générale, l'intelligence artificielle aussi. Et puis, je suis serial, on va dire entrepreneur, social entrepreneur, on peut appeler ça comme on veut, mais j'aime effectivement m'investir dans plein de types de projets qui sont très variés, qui touchent au domaine culturel, au domaine, comme tu viens d'en parler, de l'audiovisuel en particulier, mais aussi dans ce qui va concerner l'entrepreneuriat dans la branche humanitaire, mais aussi toutes sortes d'activités créatives en lien avec les arts, avec l'écriture. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai un panel d'intérêts effectivement qui est assez large, mais j'essaie de toujours garder ça un petit peu centré autour de projets qui vont être utiles au plus grand nombre, qui vont inspirer et qui vont donner envie à tout un chacun d'aller plus loin. C'est un petit peu la vision que je garde un peu dans chacun de mes projets, que ce soit de l'investissement scientifique, culturel, intellectuel. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de pousser les limites de la connaissance, les limites des interactions
des uns avec les autres et puis essayer de faire des projets qui vont un petit peu briser les barrières entre les gens, que ce soit des barrières géographiques, en essayant de faire découvrir d'autres cultures, d'autres groupes de personnes, des barrières intellectuelles, en essayant de vulgariser, de rendre simples des notions, des notions scientifiques complexes, ou tout simplement on va dire des barrières artistiques ou culturelles, en essayant justement de mélanger plusieurs types d'influences et d'inspiration dans des projets artistiques qui, au final, ont vocation à parler à tout le monde. D'accord, machallah. Bon, je te mets un A+, une bonne note, sur Avec grand pic. très belle présentation. Abdelrahman, pour comprendre un petit peu d'où tu viens et quel est ton parcours et d'où te vient un peu cet état d'esprit, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ce qui te passionnait quand tu étais jeune et ce à quoi tu aspirais? Alors, moi, je suis né en Algérie, euh, donc en 1989, 89 comme disent les Suisses. Et puis, j'ai passé donc ma toute jeune enfance en Algérie, mes 3 premières années en réalité. Puis ensuite, je suis tout de suite, on est parti en France. Donc, mon père qui est médecin aussi, donc a voyagé vers la France pour sa carrière professionnelle. Et donc, je dirais que ce qui a caractérisé mon enfance, c'était un passage depuis l'Algérie où je suis né vers la France à l'âge de 3 ans. Donc, je garde des bribes de mémoire, mais très, 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 très minimes de mon expérience algérienne initiale, on va dire. Mais je Mm. pense que ce changement, ce passage d'un pays à l'autre, à mon avis, a quand même, de manière directe ou indirecte, a eu une influence sur moi qui est cette influence peut-être du voyage, du mouvement, de la, aussi peut-être de cette reconnexion entre deux mondes, deux cultures différentes. Enfin, tout ça, je pense que ça baigne un petit peu en moi, ça forge une partie de ma personnalité. Mais ce qui a caractérisé, je pense, mon enfance et l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était d'avoir des parents qui ont toujours mis l'accent sur l'éducation, sur la recherche de la science, sur l'importance de progresser, l'importance d'accroître ses connaissances et son savoir, et puis tout ce qui va concerner la religion dans son aspect, on va dire, d'élévation de l'homme, d'élévation de l'âme, dans son aspect positif de ce que peut apporter une certaine croyance et un certain parcours spirituel. Donc moi, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans l'importance du savoir, l'importance de la connaissance, l'importance des sciences, avec mon père qui était médecin, ma mère qui nous a toujours, moi et mes 4 frères, donc suivis dans nos études et qui nous a accompagnés justement dans toutes ces transitions. Et je pense que ça a vraiment conditionné beaucoup de choses parce que ce qui était important, c'était justement ce, ce, cette notion de travail, cette notion de, d'implication scientifique vraiment au sens large, hein. Je parle de science, mais ça peut très bien concerner d'autres, d'autres aspects du, euh, du monde de la connaissance. Mais voilà, c'était des choses qui étaient plus importantes que des choses matérielles ou que des choses, on va dire, plus concrètes. Donc, je pense que ça a aussi participé un petit peu à forger ma personnalité et à mettre autant d'importance dans peut-être les études et justement l'accumulation du savoir et l'accumulation des connaissances. Donc, Mm. c'est les deux on va dire, grands éléments, la notion de voyage et de départ et la notion de connaissance et de culture, tout ça baigné dans un environnement assez spirituel Oui, euh, qui définit un petit peu, je pense, ma petite enfance. ok, d'accord, très bien. Quand est-ce que tu as décidé que tu voulais devenir médecin? Alors, je sais même pas si j'ai vraiment décidé que je voulais devenir médecin. En réalité, je pense que voilà, j'ai mon père, je t'ai dit, qui est médecin, Mm. gastro-entérologue. Donc voilà, moi je connais l'hôpital depuis que je suis tout petit. Je passais parfois le week-end avec mon père.
De temps en temps, il passait par l'hôpital, il nous amenait, on restait un petit peu, puis on repartait. Enfin, on avait vraiment toujours cette notion un petit peu, l'hôpital faisait partie un petit peu de la... Tu sais, quand tu es médecin, l'hôpital prend beaucoup de place, même dans ta vie globale. Hein. Il n'y a pas vraiment de... T'es toujours médecin, en fait, peu importe où tu es. Donc, que ce soit des gens qui te sollicitent en dehors de l'hôpital, que ce soit l'hôpital qui te sollicite quand tu n'es pas à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui font que les choses s'entremêlent assez rapidement. Je pense que c'est le cas Mhm. dans d'autres métiers, mais pour le métier de médecin, c'est assez. Si tu veux, la notion de médecin, c'est presque une identité que tu as dans la vie de tous les Ouais. jours. Donc, c'est Et souvent d'ailleurs, un tu petit vas à peu. la mosquée, il y a le médecin de la mosquée, le mec à qui tu poses tes questions. Exactement, tu vois, ça c'est quelque chose. Puis tu sais, tout le monde te sollicite, comme quand on sait que tu es médecin. Donc, tu as beaucoup de gens autour de toi, dès qu'il y a un problème, ils vont te solliciter. Donc, ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie presque du serment d'Hippocrate de devoir aider les gens en toutes circonstances et en toute situation. Tu vois. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû être appelé dans un avion quand il y avait un problème médical, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font partie de ta vie. Donc peut-être que ça a fait que c'était forcément une carrière à laquelle je pensais de manière un peu naturelle. Et puis, je pense surtout ce qui a fait la différence, c'était, bon, au-delà d'un parcours scientifique au lycée, etc., c'était de se dire que finalement, la faculté de médecine, parce que moi, j'ai grandi en région, en Île-de-France, en région parisienne, et puis, l'une des façons d'avoir accès à des études assez intéressante, entre guillemets prestigieuse, parce que je suis pas sûr que le terme soit complètement adapté, mais c'était de passer par l'université. Et en France, on a la chance d'avoir un système universitaire pour la médecine qui est pas Mhm. spécifique, qui est pas spécialement le système des grandes écoles. Et je pense que quand on fait pas partie spécialement des lycées parisiens ou des lycées qui sont un peu plus UP. voilà, UP, voilà, et puis intégré de manière un peu plus forte dans le système, je pense que tu n'es pas tout de suite prêt à avoir un parcours grandes écoles, etc. Par contre, la fac est accessible à tout le monde et la fac reste un endroit qui est assez démocratique finalement, universel, et il y avait cette notion d'universalité, de démocratie qui me plaisait bien dans une carrière universitaire, entre guillemets, dans un parcours universitaire, pas dans un parcours aux grandes écoles. Maintenant, c'est en train de changer depuis quelques années. Maintenant, les grandes écoles sont beaucoup plus accessibles. Il y a plus de communication qui est faite aussi de manière, on va dire, nationale, régionale sur ces euh, sur ces différents parcours qui sont très, très intéressants. Mais ce n'était pas encore vraiment le cas à mon époque, ou du moins, moi, je n'étais pas complètement informé de tout ça. J'hésitais un petit peu entre ça et aéronautique au départ. Et puis, je pense que pour des questions de dossier, des questions de deadline, du coup, j'ai préféré plutôt m'orienter vers une carrière universitaire Ça, aussi. c'est Ça a marrant, dû jouer, à mon avis. c'est un sujet qui m'intéressait aussi, l'aéronautique. J'ai fini par aller à la fac aussi. Mais ça m'avait Ouais, c'est intéressé à un ça. moment donné. Il y avait un aspect un peu de voyage dans les airs. Ouais, et puis je te raconterai alors un petit peu la suite par rapport à ça. Et puis ouais, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la fac de médecine. Donc j'ai bien aimé la première année, qui était assez scientifique, pas mal de réflexion. Mais j'ai pas particulièrement aimé les autres années où il y avait beaucoup de par cœur, pas Mm. beaucoup de place à la créativité, beaucoup de un aspect très ce qui est normal, hein, mais un aspect, si tu veux, très hiérarchique, un peu sclérosé, un petit peu. Tu vois, c'est beaucoup de Mm. protocoles à suivre, à apprendre par cœur. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Euh, et du coup, en fait, moi, j'ai commencé très précocement une formation en fait de recherche précoce. Donc, il y avait un parcours au sein de ma faculté qui permettait, en fait, si tu veux, de faire un diplôme d'ingénieur, en fait, en parallèle de la médecine. Et moi, je me suis beaucoup impliqué dans ça dès le départ. Donc, dès le départ, je me suis intéressé aux interfaces cerveau-machine à l'époque. Je me souviens, c'était à l'Institut des systèmes intelligents de robotique. Ensuite, je suis allé dans un laboratoire au Canada pour travailler sur les notions justement, qui étaient en lien avec l'Agence spatiale canadienne, mais de travailler sur les notions d'appareil vestibulaire, d'équilibre, de contrôle du système oculaire, en fait, etc. Enfin, des notions un petit peu en lien avec, euh, avec le spatial. Mm. C'était Et des études en puis, plus ou qui s'intégraient dans ton ouais, cursus? alors c'était des études en plus parce que je prenais mes étés justement pour faire ces stages à l'étranger D'accord. qui duraient 3 ou 4 mois.
Et puis moi, je voulais, en fait, je trouvais que le monde de la recherche était un monde qui était complètement adapté justement au voyage. Et je profitais à chaque fois de pouvoir faire de la recherche, d'aller dans un laboratoire dans un pays dans le monde. Donc, j'ai Hmm. commencé d'abord en France, hein, c'était à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Puis après, je suis allé à McGill au Canada. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré donc une équipe qui travaille sur des prothèses, une sorte de stimulation électrique du cerveau, ce qu'on appelle les neuroprothèses. Ça, c'était à Johns Hopkins aux États-Unis. Et puis, donc, j'ai construit un petit peu mon parcours de recherche en collaboration avec cette équipe. Et puis, je suis allé aux États-Unis pour travailler et finaliser mon diplôme d'ingénieur, si tu veux, dans les neurotechnologies et la stimulation électrique du cerveau. Donc, ça restait en lien avec la médecine, mais pour moi, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait un aspect de réflexion, un aspect créatif, un aspect où on allait vers des connaissances qui n'étaient pas encore connues, qui me plaisait beaucoup plus que le parcours de médecine classique où il fallait apprendre par cœur, restituer des connaissances, donner le bon mot dans la bonne case pour avoir le bon point, etc., etc. Donc, si tu veux, pour moi, le fait d'avoir cette double formation, ça m'a complètement décomplexé de l'aspect sclérosé qu'on peut avoir dans un parcours médical, ce qui est encore une fois normal, je pense, parce qu'il y ait des choses, il faut apprendre des choses, tu es obligé d'avoir un certain nombre de connaissances, le système doit être un peu organisé d'une certaine façon, mais c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais. Et donc, au lieu de dire, bon, c'est pas ça, et puis je pars ailleurs, j'ai essayé de créer mon écosystème autour de ça, en alliant un petit peu ce double parcours. Et puis après, je me suis arrêté pendant plusieurs mois pour vraiment me consacrer à la recherche. Et après, je suis revenu vers un parcours médical où j'ai choisi la spécialité de la radiologie et particulièrement de la neuroradiologie parce que pour moi c'était un domaine qui alliait un petit peu euh, le côté euh, ingénierie et le côté médecine dans une spécialité qui me plaisait beaucoup. Et une fois que j'ai repris donc mon parcours de médecin dans cette spécialité, là, comme j'avais tout un background de recherche qui était déjà acquis, avec des papiers qui étaient déjà publiés, etc., j'ai pu avoir un parcours, si tu veux, qui était qui liait intrinsèquement le côté de médecin-chercheur et le côté de médecin pur. Et j'ai pu, si tu veux, agrémenter le reste de mon cursus avec ce que j'avais emmagasiné avant. Donc, depuis le départ, le fait d'avoir fait ce choix très précoce, ça m'a ouvert plusieurs opportunités pour l'étranger et plusieurs opportunités pour la réflexion intellectuelle que j'ai pu utiliser pour créer mon écosystème de médecins-chercheurs. C'est un peu comme ça que les choses se sont faites et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé à découvrir plein de, si tu veux, de communautés, de modes de vie, de modes de fonctionnement, de musulmans à travers le monde, etc. C'était via les voyages que je faisais dans un but scientifique initialement. D'accord. Du coup, c'est à travers un de tes voyages ou un de tes stages, peut-être dans un laboratoire, que tu as commencé à aller à la rencontre des communautés musulmanes. Entre autres, ouais, exactement. C'était volontaire? En te retrouvant là-bas, ben, tu t'es retrouvé intéressé par rencontrer les gens. Non, je pense que c'était non, non, c'était un peu, enfin, volontaire. C'est dur à dire en fait. C'était assez naturel finalement. Mais c'est vrai que j'étais déjà impliqué un petit peu dans l'associatif quand j'étais à la fac, de manière générale avec la communauté musulmane en France, etc. Et puis quand je suis allé dans d'autres pays, je me suis rendu compte que la question du religieux, elle se vivait de manière beaucoup plus décomplexée. Hmm. Euh, tu vois, tu voyais par exemple le modèle anglo-saxon où les choses étaient quand même complètement différentes de ce que nous on vivait en France. La question de la laïcité se vivait de manière beaucoup plus décomplexée. Les problèmes sociétaux, tu les voyais différemment. Et en fait, c'était un petit peu une surprise de voir que les choses se vivaient parfois dans certains contextes de manière beaucoup plus apaisée. Et puis la volonté de se dire, mais en fait, non, pourquoi dans un pays occidental les choses doivent être aussi compliquées? Et je me suis dit, bon, bah, comment on peut en fait utiliser cette expérience personnelle pour essayer de faire profiter tout le monde. J'avais deux options. C'était soit de mettre tout le monde dans ma valise et d'emmener les gens et de dire, regardez comment ça se passe, ce qui était Ouais. physiquement impossible, ou soit de faire un documentaire et de faire voyager les gens à travers ce documentaire. Et c'est l'option qui a été choisie et qui est aussi
le résultat d'une discussion avec, mon acolyte Sofiane Berichi, qui réalise en réalité le documentaire Californian Muslims dont tu parlais dans l'introduction. Et en fait, on a discuté, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'écrire quelque chose ensemble et de faire ce travail audiovisuel ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure audiovisuelle a commencé. Du coup, juste pour revenir un peu sur l'objectif de ce documentaire, c'était de faire découvrir ce qu'était la vie en tant que musulman dans d'autres pays. C'était surtout d'apporter un message positif sur une identité qui pouvait se vivre pleinement dans un contexte occidental, même si ça semblait impossible sur le plan sociétal, ou plutôt compliqué un petit peu sur le plan sociétal en France. J'ai l'impression que c'est encore le cas, même si je n'habite plus en France actuellement, mais je suis de très, 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 très l'actualité française et je vois qu'il y a des choses qui sont encore compliquées, hein, qui sont même un petit peu... c'est même parfois surprenant. On a l'impression qu'il y a une sorte de bulle comme ça, spéculative sur Ouais. la question musulmane, qui est Sauf qu'elle n'explose pas. un petit peu étrange. Sauf qu'elle n'explose pas, elle fait que de grossir, elle n'explose pas, et malheureusement, on sent que les choses sont un peu sclérosées de ce côté-là, même s'il y a pas mal de réflexions, beaucoup de choses qui changent, etc. Et puis la société, elle change profondément. Donc, je pense que de toute façon, il y a des choses qui vont devoir se réfléchir un peu autrement. Mais si tu veux, l'idée, c'était vraiment d'apporter un message positif initialement, de se dire, regardez, donc c'était un petit peu... les gens, quand ils ont vu Californian Muslims au départ, ils n'arrivaient pas spécialement, c'était presque un oxymore d'associer le mot California à Muslims, c'était presque antinomique. Alors qu'en réalité, on voit à travers le documentaire qu'on peut vivre son identité californienne et son identité musulmane de manière complètement décomplexée, de manière complètement sereine. Et l'idée, c'était de se dire, bah, regardez, les choses peuvent se vivre de manière apaisée et d'apporter ce message positif. C'était ça le sens du documentaire initialement. Plus que d'aller à la rencontre de personnes, parce qu'on aurait très bien pu aller à la rencontre de n'importe quelle communauté ou minorité ou pays ou contrée reculée. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'apporter ce message positif et ce message aussi à travers lequel n'importe quel musulman vivant dans une société occidentale pouvait se retrouver. J'ai vécu la même chose hein, après mon premier voyage. Je crois que mon premier long voyage, ça devait être en Malaisie, ou je ne sais plus, en Asie du Sud-Est en tout cas. J'ai eu ce même déclic en fait, mais après avoir voyagé en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Je pense que tous ceux qui voyagent un petit peu, qui ont fait leur premier grand voyage, ça fait un choc en fait. La première fois que tu te rends compte qu'en fait, la France, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une bulle en fait. C'est vraiment une bulle et c'est difficile à comprendre même. C'est un peu troublant même quand de l'extérieur, tu te dis mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ouais, c'est ça, ça interroge dès le départ. Et puis, bah, comme ça interroge, bah, tu as envie d'en faire quelque chose de concret, en fait, pour poser ta réflexion et, essayer de trouver des réponses justement à ces interrogations. Ouais. Pour parler un peu du documentaire, c'était ton premier documentaire Californian Muslims? Ouais, c'était le premier. On avait fait d'autres projets audiovisuels, mais un peu plus pour se faire un petit peu la main sur le côté technique, hein, parce en ce qui me concerne, moi, j'avais pas du tout des qualités, même si ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui, mais l'audiovisuel, c'était pas spécialement hyper accessible il y a quelques années. Ouais. Et puis, on avait bossé sur des petits projets, des petits des micro-trottoirs, des conférences, des montages, etc. Mais c'était le premier vrai documentaire en 3 parties d'ailleurs, en 3 fois 52 minutes, qui avait vocation à être dénommé documentaire, on va dire, plus largement. Tu étais étudiant encore à ce moment-là? Tu as fait ça pendant l'été ou comment est-ce que tu t'es organisé pour... Alors, j'étudiais, je ne sais plus à quel moment c'était, mais je pense que c'était pendant mes vacances, c'est sûr. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait pris 10 jours. Oui, c'était pendant mes études, en fait. C'était pendant le pôle Cartorax. Je me souviens parce que je révisais parfois, on était 3. Moi, je conduisais rarement. Et quand on passait d'une ville à l'autre, de San Francisco à Los Angeles ou de Los Angeles à San Diego, je révisais, je me rappelle, à l'arrière de la voiture parce que j'avais un examen en rentrant
du tournage. Donc effectivement, j'étais encore étudiant en fac de médecine. Et puis, bah, ouais, l'idée, c'était que dès que j'avais la possibilité d'avoir du temps libre, du temps off, bah, je m'organisais, on se structurait pour pouvoir faire ce type de projet. Donc, on faisait un tournage qui était assez intense, hein, parce que pendant plusieurs jours, on se levait très tôt le matin, on se couchait très tôt le soir et on faisait un maximum d'interviews, de vidéos, de prises de vue, etc., qu'on préparait un petit peu en avance. Hein, toujours une phase de préparation pour pouvoir justement avoir un maximum de choses intéressantes dans tes disques durs. Et puis là, on avait été très facilité parce que comme on avait un enthousiasme qui était assez, euh, assez marqué et puis qui faisait vraiment plaisir de la communauté musulmane qu'on qu'on filmait sur place, en fait, ils nous ont Mm. facilité beaucoup de choses avec des contacts, c'était assez fluide. Je me souviens, mais on a pu faire énormément de choses sur 3 villes pendant quelques jours. Et puis après, bah, par contre, le travail, le montage, le dérochage, la traduction, les sous-titres, l'étalonnage, etc. Enfin, tout ce qui vient après, ça s'est fait sur plusieurs mois à la suite du tournage. Et ça, bah, ça demande de prendre ses week-ends, ses soirées. Enfin, ça demande beaucoup d'investissement, effectivement, qu'il faut prendre en compte quand on fait un projet audiovisuel. C'est pas juste le tournage qui compte, c'est tout ce qu'il y a derrière. Toi, tu le sais bien avec les podcasts, hein, tout le travail qu'il y a derrière une fois que la matière, la matière brute a été enregistrée. Ouais, c'est clair, c'est pas instantané. Euh, et du coup, tes premiers contacts que tu avais aux États-Unis, tu avais déjà des contacts avant d'y aller, tu avais déjà un programme. Tu as dit que tu as rencontré d'autres Alors, personnes sur place, mais tu avais déjà un Mhm, programme mhm. défini. J'avais déjà un programme parce que comme j'avais vécu un petit peu aux États-Unis, donc j'avais vu un petit peu les grosses associations, les gros projets qui existaient déjà que je voulais un peu revoir. En plus, j'avais fait un petit peu la Islamic Convention, c'était à Washington, il me semble, où là, tu avais toutes les associations musulmanes, les acteurs musulmans de tous les États-Unis qui venaient un petit peu, donc j'avais pu faire un petit peu, entre guillemets, mon marché de Ouais, ce que je voulais un petit peu voir en détail. Et puis, bah, il y avait deux, trois projets qui m'avaient particulièrement marqué. Je me rappelle, il y avait la Oumma c'est le Clinique. Bourget, c'est ça? Voilà, c'est un peu comme le Bourget, mais un petit peu à la façon américaine. C'était l'ISNA à l'époque, Islamic Society of North America. Et puis, ouais, ça existe toujours. Il y a ICNA et ISNA. D'accord, ok. ICNA, c'est Islamic Circle of North America, et ISNA, Islamic Society of North America. Et puis, il y avait plein de choses, mais Mm. c'était un peu comme un congrès scientifique, j'aimais bien. Il y avait plusieurs sessions, des conférences, il y avait des choses sur l'éducation, il y avait des choses sur les écoles, sur les lycées musulmans. Enfin, c'était très, très bien structuré, en fait. Et puis, ça m'avait beaucoup plu, ça me parlait. Mm. Et puis, j'avais vu deux, trois projets qui m'avaient particulièrement plu. Bon, il y avait Zaytuna College, que je connaissais bien, que je voulais absolument aller voir. Il y avait la Ouais. Oumma Clinic, qui était la première clinique musulmane aux États-Unis. On est parti voir les musulmans de la Silicon Valley, ceux qui travaillent chez Google, chez Apple, etc. Il y avait un grand centre islamique à San José. Et puis, il y avait aussi Averroès High School, le premier lycée musulman. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qu'on voulait aller voir. Mais quand on est allé sur place, après, on nous a parlé d'autres choses et on a découvert d'autres choses qui étaient absolument pas prévues et qui faisaient Mm. finalement la beauté, la spontanéité du documentaire. Donc, c'était une partie de préparation et une partie d'improvisation. C'est trop bien. Et une fois que vous avez sorti ce documentaire en 3 parties, ça a été quoi le retour de ceux qui ont vu le documentaire? Ça a été quoi l'impact? Bah, écoute, vraiment un impact qui était extrêmement positif. Moi, on a eu énormément de retours sur ce projet. C'était assez incroyable. On a décidé en fait de faire toute une tournée des cinémas en France avant de le Mhm. diffuser en ligne. Donc, on a déjà pu rencontrer beaucoup de gens sur place, sur le terrain, discuter, échanger. Donc, pour moi, c'était vraiment la partie la plus intéressante du projet, de pouvoir vraiment changer après chaque diffusion. On est parti dans plein de villes en France. On était au Havre, Montpellier, Toulouse, Lille. On était parti en Suisse aussi, à Genève. On a fait des choses en Belgique. On a même organisé des diffusions au Canada. Enfin, il y a eu plein d'événements. Puis Ouais. des fois, on pouvait pas spécialement se déplacer, donc on envoyait les, les, les fichiers à des associations qui les diffusaient sur place. On a fait des diffusions dans des cinémas, dans des salles d'événementiel. On a vraiment fait plein de types de diffusions différentes. Et puis c'était comme ça que le projet
s'était lancé. La toute première, si je me souviens bien, on l'avait fait à Sciences Po. La toute première Wow. diffusion, c'était à Sciences Po, il me semble. Et puis ensuite on avait donc le documentaire online qui était diffusé. Et puis là, on avait d'autres retours qui étaient des retours donc des internautes, les commentaires, etc. Et à chaque fois, c'était toujours un message positif. Les gens étaient toujours agréablement surpris. Et puis, on sentait bien que l'objectif de faire quelque chose de qui élevait un petit peu et qui proposait d'autres modèles et d'autres réflexions avait plutôt bien fonctionné. On était assez content Hmm. du résultat et des retours. Ouais, c'est génial, franchement, c'est trop bien. C'est aussi simple de pouvoir diffuser dans des cinémas. C'était des cinémas de quartier ou que tu peux louer ou des grands Alors cinémas. c'était surtout ça. Alors nous, on n'a pas fait de diffusion, si tu veux, on n'avait pas de distributeur. C'était pas spécialement ça l'objectif non plus. Ouais, Par contre, on a pu louer des cinémas via des associations de villes, etc., où on a pu justement avoir des très 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 belles conditions de diffusion. hmm. Euh, et c'était un petit peu ça la stratégie, un petit peu de déploiement du documentaire. Ouais. Et j'imagine niveau, enfin, financièrement, vous vendiez les places pour faire en sorte qu'elles soient quand même, ça ne vous coûte pas non plus en fonds propres. Oui, après c'était franchement, chaque modèle était un petit peu, chaque diffusion était un petit peu, avait un peu son propre modèle, mais l'idée c'était ça, Ouais. c'était qu'avec avec les entrées, on arrivait à, comment dire, à rembourser une partie ou une totalité de l'événement, puis il y avait une association sur place qui pouvait bénéficier de tel ou tel euh, avantage logistique. En fait, on arrivait toujours à Ouais. s'en sortir et puis c'était un petit peu ça l'idée. Pas du tout un projet à but lucratif, loin de là. Oui, bien sûr, bien On a mis sûr. beaucoup d'argent dedans, mais on arrivait quand Hmm. même à s'en sortir et puis à faire des événements de qualité surtout. Et niveau marketing, comment est-ce que vous avez fait connaître, faire en sorte d'attirer les personnes pour voir le documentaire? Bah, écoute, au départ, on découvrait un peu la chose, hein, tu vois, on était là avec un premier projet audiovisuel, donc on a commencé à travailler sur une stratégie code, etc., des flyers, une charte graphique, un petit peu comme les choses de base, tu sais. Hmm. Tu fais tes objectifs, objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Enfin bref, Ouais. tous les trucs du management. Avec Et l'américaine, ouais. puis, en fait, tu te rends compte, c'est ça exactement. Et puis, tu te rends compte, en fait, que finalement, ce qui fait le projet, c'est comment les gens se l'approprient. Et puis, nous, on avait été rejoints par Manel, qui était une spécialiste en communication, qui avait beaucoup aimé notre projet et qui nous avait justement ensuite, par la suite, aidé à structurer les choses sur le plan marketing. Et puis, on a pu faire voilà, une stratégie marketing, si tu veux, sur Internet et puis sur le terrain, via aussi tout le réseau qu'on avait au niveau des associations, au niveau des radios, au niveau au niveau des salons, etc. Et comme on faisait voilà, de la diffusion dans les salons aussi, bah, les gens commençaient à connaître de plus en plus le projet. Et puis après, c'était surtout le bouche à oreille et les gens qui partageaient qui font que ça a été un succès Hmm. voilà, en termes d'audience. Ouais. Par la suite, tu continues tes études, tu travailles sur d'autres documentaires ou d'autres projets. Mhm. On a travaillé. Après, on a rapidement enchaîné sur un autre projet qui s'appelle Dean Factor, Ouais. où là, donc là, on était toujours sur du culturel, mais un petit peu via l'edutainment. Et là, l'idée, c'était bah, de proposer un grand jeu national, en fait, où en gros, l'idée, c'était de mettre 4000 questions en lien avec 5 grandes thématiques, qui étaient Mhm. le 21e siècle et ses défis, histoire et civilisation, géographie, sciences et techniques, et puis une catégorie un petit peu divers, tu vois. Et puis l'idée, c'était de toujours essayer de trouver un lien plus ou moins proche avec une thématique arabo-islamique. Et puis ça Ok. s'appelait Dean Factor et l'idée c'était bah, de faire en sorte que les gens jouent au jeu, apprennent un maximum via ce jeu. Et puis on a organisé un grand événement au Grand Rex où il y avait 2000 personnes au Grand Rex. Et là l'idée c'était qu'on posait 50 questions sur la base de données des 4000 pour faire gagner un prix justement à ceux qui répondaient le mieux. Et là tout le monde pouvait jouer avec sa télécommande. Et ça, c'était le projet Dean Factor, c'était la partie événementielle du projet. Mais avant ça, Mhm. on a diffusé, on a fait plein de mini-jeux dans plein de salons, avec plein d'associations, justement pour pouvoir communiquer un maximum sur l'événement final et pour pouvoir justement vendre ses places pour l'événement final.
Et on a fait aussi en parallèle de ça une série un jeu télévisé en fait d'Infactor qui reprenait un petit peu les questions du jeu. Et puis on a décliné ce projet dans une application. Donc on avait l'application, les événements de terrain, la petite série internet avec un jeu télévisé, petite question pour un champion, mais ça s'appelait Factor. Et puis le grand Mhm. événement au Grand Rex qui venait un petit peu couronner euh, euh, et un petit peu finaliser, avoir ce grand événement qu'on avait à la fin où tout le monde se réunissait et tout le monde pouvait participer. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire un jeu intelligent, de faire de l'éducation via le jeu et de proposer quelque chose un petit peu de novateur sur l'aspect des questions, du contenu et de rappeler finalement que toutes ces thématiques de challenge du 21e siècle, d'environnement, d'histoire, de géographie, tout ça, ça pouvait de manière générale s'intégrer dans une vision un petit peu positive et dans une vision qui se rapprochait un petit peu de ce qu'on comprend de l'islam et de ce qui a trait un petit peu aux problématiques euh, Mhm. qu'essaye de résoudre, on va dire, la religion. D'accord. Donc voilà déjà deux projets qui sont autour peut-être de la sensibilisation, de faire découvrir certaines choses aux musulmans. Les projets, en fait, ils étaient décidés au fur et à mesure où il y avait une sorte de ligne directrice derrière ou une sorte de trajectoire. Les projets se décidaient un petit peu au fur et à mesure, même si on Mhm. voulait garder un petit peu ce côté de partage, hein. Comme je t'ai dit, la vision dont je t'ai parlé tout à l'heure est restée, c'était la vision un petit peu la ligne directrice. Mais après, l'idée, c'est que justement, on pouvait avoir des choses très éclectiques et très différentes qui pouvaient venir s'agréger à cette vision. Oui, Et puis après, les événements aussi font que on s'est investi dans d'autres projets. Par exemple, il y a eu une tuerie à la mosquée de Québec oui, dont tu te souviens peut-être. oui, C'était la première tuerie qu'il y a eu d'ailleurs avant la tuerie de Nouvelle-Zélande, mhm. qui a été encore plus tragique. Et ben ça nous a motivés pour aller sur place, pour aller tourner un documentaire qu'on a appelé Ta dernière marche dans la mosquée, Oui, qui est aussi disponible sur le web, mais là qui parlait d'une autre problématique, qui parlait de la problématique de comment on pouvait en arriver là et comment on pouvait avoir des gens qui mouraient dans une mosquée. Donc c'est un documentaire qui était difficile, qui était très lourd émotionnellement. On est parti dans cette mosquée, on a ramené les gens, les membres de la famille des gens qui ont été assassinés, dont certains n'étaient jamais retournés dans la mosquée. Donc, il y avait toute une charge émotionnelle liée à ce lieu. Puis, on a tourné ce oui, documentaire à l'intérieur de cette mosquée. Puis ça, c'était une autre façon aussi de parler d'une problématique un peu différemment, à travers le regard, les yeux et les paroles de ceux qui ont vécu ça directement. oui, Ça, c'était un projet, par exemple, qui a été guidé par une actualité, qui était une actualité malheureuse, mais qui gardait toujours la même idée de dire, OK, on va aller sur place, on va prendre une caméra et on va essayer de comprendre. Ça, c'était oui. ta dernière marche dans la mosquée, qu'on a fait en anglais et en français. Your Last Talk in the Mosque. Est-ce que vous connaissiez les personnes là-bas ou vous êtes vraiment parti comme ça, vous connaissiez personne et sur place, vous avez cherché à joindre les personnes? J'imagine que ça doit être compliqué quand même, surtout pour des étrangers. Alors, moi, je suis passé par le Canada, comme je t'ai dit, un petit peu via mes études, donc je connaissais un petit peu des gens sur place. En fait, de fil en aiguille, quand on commence à travailler sur des projets, bah, il y a des gens sur place qui peuvent nous contacter. Enfin, il y a des réseaux qui se mettent en place et qui permettent justement de, euh, de, euh, de pouvoir faciliter certaines choses. Là, en l'occurrence, c'était Tarek, euh, qui est un Canadien, qui a été vraiment touché par la problématique. Lui venait de Toronto et pas de Montréal. Et comme il y avait la problématique francophone, en fait, via des contacts communs, Tarek m'a contacté et puis on a pu s'organiser. En fait, on avait un petit peu eu les idées en même temps. Et en fait, par hasard ou pas par hasard, je sais pas comment on va appeler ça, on s'est contacté et on s'est rendu compte que la collaboration entre nous deux pouvait aller encore plus loin que de faire les choses chacun de notre côté. On apportait une connaissance de la langue, une connaissance de la technique. Lui, il apportait tout un réseau aussi, une production, etc. Donc, on a pu, via des discussions et via un réseau commun, travailler ensemble avec Obaïda. Obaïda qui est le réalisateur du documentaire. Et puis, on est allé quelques jours au Canada
pour travailler justement sur cette problématique. Ça a été très intéressant, très lourd émotionnellement, mais je pense que c'était un projet qui était nécessaire. Mhm. Et c'est clair que ça ne doit pas être facile hein, de rencontrer des personnes fait avec beaucoup de prudence et d'empathie. Il y a tout un aspect psychologique. On n'est pas dans un simple interview, mais dans un aspect vraiment très psychologique lié à la notion de mort. Enfin, je pense que mes études de médecine m'ont aidé un petit peu de radiologie aussi, hein, parce que parfois on est dans de l'annonce diagnostique et dans doit gérer forcément par rapport à la maladie, à la mort, des choses euh, un peu lourdes sur le plan psychologique. Ça m'a permis un petit peu d'aborder d'une manière aussi un peu médicale presque certains interviews. Ouais. Euh, ouais, c'est effectivement, tu abordes la problématique avec des pincettes et avec une vision et une dimension qui est complètement différente. Mhm. Est-ce que tu as eu d'autres gros projets par la suite? Par la suite, il y a eu d'autres projets, on va dire un peu plus personnels, comme la rédaction d'un recueil de poésie, d'autres projets aussi un peu plus entrepreneuriaux. Euh, mais en termes de projets audiovisuels, en fait, c'était un tout petit peu avant le Covid. Et en fait, les projets de voyage et audiovisuels, ils se sont un tout petit peu arrêtés avec le Covid et j'espère que ça va pouvoir Mhm. se reprendre prochainement. Mais sinon, voilà, ça, c'était un petit peu sur le plan culturel, les choses qui se sont faites. Après, il y a eu d'autres projets. Il y a eu, par exemple, des projets d'échanges internationaux entre des instituts, entre le Canada et la Malaisie, entre la Malaisie et la France. Il y a eu ce type de projets aussi qui se sont mis en Quel place. type d'échange? Alors, l'idée, c'était des échanges un petit peu entre des institutions. Peut-être que tu connais, vu que tu es passé en Malaisie, l'IIUM, International University of Malaysia, Islamic University of Malaysia, qui est à À Kuala Kuala Lumpur? Lumpur. Et puis, l'idée, c'était de mettre en place un projet c'est une sorte d'Erasmus, si tu veux, des institutions islamiques. Et puis, on avait fait ça avec le Islamic Institute of Toronto, que j'avais bien connu via mon passage justement au Canada, l'Institut islamique, l'Institut français d'études en sciences islamiques. Et puis l'idée, Mhm. c'était de faire voyager des groupes d'étudiants dans ces différents pays pour pouvoir faire des échanges un petit peu universitaires, académiques. Ça, c'était Mhm. un des projets sur lequel je me suis pas mal impliqué. Puis après, Ouais. je pense qu'il y avait aussi d'autres choses comme ça, mais des choses un peu plus ponctuelles. Par exemple, avec l'Organisation des musulmans acteurs de la santé, on a travaillé sur un projet de vulgarisation des neurosciences à destination du grand public. Euh, il y a plein de Mhm. choses, en fait, plein de petites choses comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'était les gros projets. Et puis là, on a d'autres idées de projets Ouais. sur lesquels on aimerait bien s'impliquer, mais ça viendra un peu plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces aventures, notamment les documentaires que tu as pu effectuer et les événements, donc Dean Factor, enfin vraiment les grosses choses sur lesquelles tu as participé? Comment est-ce que ça t'a forgé? Je pense sur plusieurs aspects, hein, déjà sur l'aspect du travail de groupe, sur l'aspect du travail créatif, sur le fait qu'il faille parfois toujours inspirer, parfois motiver, mais en tout cas réunir les gens autour de valeurs positives qui les animent et qui les motivent et qui leur donnent envie de se surpasser. Et il n'y a que en réunissant les gens autour des projets, en fédérant autour des projets, en, en impliquant chacun, que tout le monde puisse y mettre un petit peu du sien, qu'on arrive à des projets qui sont successful et qui peuvent vraiment illuminer autour d'eux et toucher le plus grand nombre. Donc il y a cette notion de fédération qui est importante, cette notion d'écoute, cette notion de partage, euh, cette notion de comprendre l'autre aussi à travers le documentaire, à travers l'image, à travers l'écriture, et comprendre l'autre et puis ensuite se comprendre soi-même. Ça, c'est des choses ouais, qui m'ont beaucoup parlé à travers l'implication, à travers ces projets. Et puis, bah, ouais, l'échange
entre les hommes, entre les humains, entre essayer de dépeindre les émotions. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, ont été très importantes parce qu'à travers mon métier, à travers la médecine, même s'il y a beaucoup d'humains, il y a aussi beaucoup de retenue. Il y a aussi un Mhm. devoir de réserve, tu vois, qui parfois te fait vivre les émotions et les choses un peu différemment. C'est complètement nécessaire de le faire parce que tu as un devoir de te protéger par rapport à, à, je sais pas, une maladie que tu vas annoncer, une annonce de mort, etc. Tu dois faire la part des choses quand tu es médecin. Quand tu es dans l'univers artistique et créatif, tu peux être plus libre et avoir moins de limites, moins de barrières. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en ce sens. Oui. Mais écoute, machallah, c'est vraiment top ce que tu fais. Enfin, le fait que tu arrives à trouver à chaque fois la volonté, la motivation. Euh, Comment est-ce que tu trouves tous ces projets? Est-ce que tu as une équipe, enfin une équipe, je veux dire des amis avec lesquels tu fais souvent les mêmes projets avec eux, lesquels vous réfléchissez ensemble? C'est quoi la démarche en fait intellectuelle derrière? Ou bien est-ce qu'on te propose des choses et tu te retrouves à juste sur un concours de circonstances? Enfin, c'est jamais vraiment un concours de circonstances, mais est-ce que tu es proactif par rapport à ces projets-là ou c'est des choses qui te tombent dessus? Comment ça se passe? Je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Je pense qu'il y a une certaine proactivité initialement parce que tu as des idées, tu vois des choses, tu as des idées créatives que tu aimerais mettre en place, que tu aimerais matérialiser. Tu as plusieurs façons de le matérialiser. Tu peux le matérialiser à travers un produit audiovisuel, tu peux le matérialiser à travers une entreprise, tu peux le matérialiser à travers un tableau, à travers un poème, que sais-je, un livre. Et l'idée, Hmm. c'est, moi, ce qui m'a beaucoup animé depuis le départ, c'était de pouvoir vraiment exprimer les choses à travers plein de supports différents. Donc ça, on va dire, c'est l'énergie initiale. Tu vois, les Américains, ils disent to challenge the statu quo. Tu vois, Hmm. il y a un statu quo que tu veux challenger, il y a une problématique que tu veux résoudre, ou il y a tout simplement un besoin d'expressivité que tu veux mettre en route, Oui. initier. Donc ça, c'est l'énergie de base. Et puis en fait, cette énergie, elle s'alimente par ton interaction avec les autres. Et du coup, Hmm. comme tu es dans cette énergie initiale qui te pousse à vouloir faire des choses, que tu as cette envie d'investissement et cette envie de partage et cette envie d'être utile, bah, tu es forcément à l'écoute des opportunités qui viennent à toi. Et dès lors que tu as un match entre une volonté de vouloir réaliser quelque chose et un apport extérieur, que ce soit un événement, que ce soit une personne, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit ta famille, etc., eh ben, tu vas pouvoir avoir l'étincelle et le combustible pour pouvoir en faire quelque chose qui va vivre. Et Hmm. voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que je vois les choses. Je suis à l'écoute et à l'affût de plein d'opportunités. Je reste ouvert à toutes ces opportunités. Et ces opportunités sont drivées par une force intrinsèque qui est cette volonté d'agir et de produire et d'avancer. Et c'est un Hmm. petit peu ce qui, par la suite, s'est structuré un petit peu dans des projets plus entrepreneuriaux, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de mon travail, que ce soit même dans le domaine de la recherche, parce qu'au bout d'un moment, la recherche au départ, tu en fais parce que tu es un chercheur et parce que tu étudies et que tu montes un petit peu les étapes. Mais après, au bout d'un moment, la recherche, c'est toi tes propres idées, c'est toi ta capacité à aller chercher des financements pour pouvoir les faire vivre. Et tout ça, en fait, cet entrepreneuriat, tu le vois, en ce qui me concerne, moi, je l'applique dans tous les aspects de ma vie, dans la recherche, Hmm. en tant que chercheur, pour pouvoir manager des projets et pas juste les rejoindre, dans la médecine, en mettant en place des nouvelles techniques, en mettant en place des modes de fonctionnement dans les services dans lesquels je peux travailler, ou l'entrepreneuriat en montant telle ou telle société pour proposer une alternative ou une solution à un problème médical. Euh, Cette démarche d'entrepreneuriat, il faut la garder dans tous les aspects de sa vie. Et Hmm. puis, dès que tu as l'opportunité de pouvoir t'exprimer, bah, tu fonces. Ouais. Je vois qu'il y a une grosse notion aussi de leadership, en tout cas c'est comme ça que je le vois, de ne pas attendre qu'on nous propose des choses, mais de réfléchir soi-même, à savoir ce que nous on peut changer, sur quoi on peut travailler, qui t'anime. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai.
Ouais, cette notion de leadership, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu suivi un petit peu depuis, dès le départ en réalité, parce que bah, déjà, tu te rends compte que si tu as envie de faire des choses, bah, il faut que ce soit avec les autres, que bah, tu as plusieurs types de personnalités, mais tu as des gens qui vont attendre justement ce qu'on leur propose quelque chose et qui vont faire les choses encore mieux que ce que toi, tu aurais pu faire. Ouais. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très, très intéressantes à implémenter. Et puis, bah, la capacité de comprendre intellectuellement et émotionnellement différentes personnes et pouvoir avoir cette alchimie et ce travail qui naît lorsque tu fédères plusieurs personnes autour d'un projet. Ça, c'est quelque chose qui Mm. me plaît beaucoup. Et puis, je me rappelle, j'avais été initié un petit peu à cette notion de leadership par un professeur du Nevada qui s'appelle Rafik Bikoun, qui avait créé un petit peu, enfin, d'ailleurs, c'était, je pense, à une des Islamic Conventions aux États-Unis, hein. J'allais beaucoup aux conférences sur le thème du leadership, Leadership from an Islamic Perspective. Et puis après, il y avait un autre livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était Strategic Planning and Implementation for Islamic Organizations. Et puis le fait, Mhm. en fait, qu'on allie un petit peu ces notions de, de, de sciences islamiques à des notions de management et de leadership beaucoup plus modernes et qui trouvaient sens un petit peu dans le comment dire, dans le terreau culturel et spirituel dans lequel je baignais, c'est des choses qui m'ont aussi forgé et qui m'ont aidé un petit peu à structurer ça. Parce que comme tu as pu le voir, quand ça va dans tous les sens, bah, tu as besoin Ouais. quand même d'une structure. Et cette structure, elle naît euh, avec tous ces outils que tu peux trouver dans les techniques de management modernes qui, moi, me parlent beaucoup. Mhm. D'accord. Tu as parlé de notion de statu quo juste avant. Je trouve ça vraiment intéressant. Si on lit ça au côté spirituel, à la religion, à notre religion, à l'islam, comment est liée cette volonté de changer le statu quo? Parce que dans beaucoup de tes projets, on voit que c'est animé par apporter quelque chose de positif, notamment chez les musulmans, pour les musulmans, mais pas que, mais souvent pour les musulmans. Comment est-ce que ta relation avec Dieu t'accompagne dans cette volonté-là? Qu'est-ce qui te motive en fait? C'est quoi le lien? Mm. Donc oui, c'est ce que tu dis, effectivement, c'est important de le souligner. C'est des projets, entre guillemets, pour les musulmans, mais en fait, de manière générale, pour toute l'humanité. Et c'est vrai qu'il faut un point de départ et que parfois le point de départ, entre guillemets, de la communauté dans laquelle tu as grandi, du terreau culturel et spirituel dans lequel tu as grandi, va beaucoup t'aider. Et en fait, tu te rends compte que finalement, ce que tu fais est utile de manière beaucoup plus vaste à toute la société en réalité. Et là, je pense que la notion de médecine, la notion de soins, la notion de maladie, etc., c'est tellement quelque chose d'universel qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais finalement, c'est vrai que tout ce que tu fais peut toucher tout le monde. Mais le point de départ, ça reste quand même cette énergie, on peut dire, ouais, une forme d'énergie spirituelle, de vouloir euh, faire des choses positives. Euh, je pense que ça naît d'une part de ce que tu peux voir dans les traditions, les récits, qu'ils soient les récits prophétiques ou les récits religieux de manière générale, où tu as des personnages à travers l'histoire. Je pense que le plus bel exemple, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui va résoudre des problématiques avec des valeurs positives, des valeurs de spiritualité, des valeurs d'élévation qui vont quelque part nettoyer euh, des, des choses mauvaises pour pouvoir vivre pleinement des choses qui sont en lien avec notre nature, notre fitra et notre nature humaine positive. Déjà, les exemples que tu peux avoir à travers les récits religieux sont des exemples qui sont extrêmement utiles parce qu'ils permettent de matérialiser et de concrétiser un petit peu tous les projets et d'avoir une version réelle et humaine en fait qui a été vécue, si tu veux, pouvoir le Ouais. matérialiser. Et puis après, tu as tout ce qui va concerner le travail spirituel et l'élévation spirituelle, où là, en fait, c'est tellement beau, c'est tellement, on est tellement dans le paroxysme de l'esthétique, dans, dans, dans ce qui va réveiller de plus beau et de plus motivant en toi par cette élévation spirituelle et par
tous les challenges intrinsèques qui vont être liés justement à la constatation de cette beauté spirituelle, que tu as envie de reproduire un petit peu de cette beauté autour de toi. Donc il y a à la fois, si tu veux, cette notion d'élévation spirituelle et de comment on arrive à extraire le beau pour pouvoir le faire vivre autour de toi, et puis Hmm. les exemples auxquels tu peux te référer religieusement qui vont aussi mettre la barre tellement haute que tu vas te dire, ouais, bon, il y a encore du taf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça et Pour c'est ça, à mon l'humilité. avis, qui donne un petit peu. Exactement. Et c'est ça qui permet je pense, d'avancer, de toujours avoir en tête des idées, des idées forces comme ça, positives qui vont te permettre de continuer à avancer, de te dire que le bout du chemin n'est pas encore arrivé. Super intéressant. Abdelrahman, je t'ai posé l'essentiel des grosses questions que je voulais te poser. On va terminer par quelques petites questions. Quelles sont tes routines, si tu en as, dans ton quotidien, que ce soit spirituel ou sportive, ou de lecture ou quoi que ce soit, qui t'aide à progresser? Alors, j'essaie de plus en plus d'avoir des routines qui me structurent, mais clairement, ce qui va un petit peu avoir un effet positif et un effet un petit peu structurant, ça va être tout ce qui, ça va être vraiment comment dire, hum, je sais pas c'est pas que j'oublie mes termes français, mais aware, comment dire, Conscience. comment on dit déjà? Conscient, voilà, c'est ça, la conscience. Donc la conscience de tout ce qu'il y a autour de toi, la conscience de ce que tu vas mettre dans ton assiette, qui va avoir une influence, qui va se dégrader et puis moléculairement être faire partie de chaque molécule de ton corps. Donc l'importance de manger des choses saines, l'importance de savoir ce qu'il y a dans ton assiette, effectivement la régularité sur le plan spirituel, qui est pas toujours facile à avoir, surtout quand on a des vies qui sont très chargées, mais qui au final permet de shut off et de pouvoir éteindre un petit peu toute cette excitation et de pouvoir un peu avoir cette homéostase, même sur le plan, même sur le plan hormonal, même sur le plan du stress, du cortisol, de tout ce que tu veux. En fait, ce shutdown, il est absolument nécessaire. Et puis peut-être aussi quelque chose que je fais de plus en plus, mais que je faisais moins avant, c'était vraiment d'avoir un peu mes listes Mhm. de choses, mes to-do list avec ce qui va être urgent, ce qui va être important mais non urgent, et puis avoir structuré un petit peu mes listes de choses à faire pour pouvoir avoir un œil un petit peu sur ce qui est encore à faire, les projets à long terme, les projets à court terme, etc. C'est quelque chose qui me structure beaucoup et qui m'aide beaucoup à avancer un petit peu au quotidien. Et puis, même si en ce moment c'est un petit peu moins le cas parce que, enfin, pour des considérations professionnelles et physiques, mais le sport, c'est effectivement quelque chose qui est absolument fondamental et nécessaire. Mais je pense qu'il faut absolument l'intégrer de manière complète dans son programme et dans son planning, euh, parce qu'il n'y a qu'à travers une sorte d'extériorisation aussi physique associée à tout ce qu'on vient de dire qu'on peut avoir un mode de vie vraiment équilibré. Je pense que c'est quelque chose qui est Mhm. fondamental. Alimentation, spiritualité, sport, c'est des choses, même si aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus de gens en parlent, tu écouteras tous les gens qui parlent un petit peu des podcasts, un petit peu, des podcasts un peu qui vont te parler de spiritualité, New Age, etc. Ils vont tous forcément à un moment ou à un autre te parler de tout ça. Mais c'est vrai que Ouais. c'est des choses qui sont fondamentales et qu'il faut intégrer dans nos vies. Sinon, je pense qu'on accumule trop de choses, Ouais. que ce soit moléculairement ou spirituellement, trop de choses négatives qui à terme se développent soit en pathologie physique, soit en pathologie psychologique. Et ça, Mhm. faut le libérer au jour le jour. Très bien. Très bien. Euh, Est-ce que tu as des recommandations de livres ou de documentaires ou autres références qui t'ont particulièrement marqué et que tu souhaiterais recommander? Alors, il y a des livres qui m'ont particulièrement marqué, qui sont pas particulièrement, comment dire,
sont pas très habituels, mais par exemple, un écrivain, peut-être que tu connais René Guénon. J'ai pas lu ses livres, mais de nom. Ça reste un métaphysicien, hein, c'est des choses qui sont assez, assez complexes, qui sont pas spécialement faciles à lire. Mais il y a un livre qui est intéressant, je pense, un de ces livres qui est beaucoup plus abordable, qui s'appelle La crise du monde moderne, Mhm. qui permet vraiment d'essentialiser certains principes, certaines grandes théories, en fait, mais qui conceptualise certaines théories qui, pour moi, ont été ça a été très révélateur. Donc, René Guénon, c'est La crise du monde moderne, c'est un livre pour moi qui est assez fondamental, qui est assez important. Peut-être que pour ceux qui sont intéressés aussi par tout ce que je viens de dire sur l'aspect pratique, stratégique, implémentation, etc., il y a le livre de Rafik Bikoun, Mhm. Strategic Planning and Implementation for Islamic Organization. Je pense qu'il y a aussi un livre qui permet J'allais te de demander, se ouais, structurer. tu l'as évoqué plus tôt. Ok, je le mets. Ouais. Très bien. Et Mhm. puis, Leadership from an Islamic Perspective de Rafik Bikoun, toujours, Mhm. qui est un livre aussi qui m'a beaucoup parlé. Et puis après, moi, j'aime beaucoup la poésie et enfin, il y a la poésie, bien entendu, islamique qui est très intéressante. Mais moi, j'aime beaucoup Victor Hugo. Les Contemplations, c'est un livre un recueil enfin, de poésie qui me parle Mhm. beaucoup. Il y a beaucoup de belles choses qui sont partagées dans les Contemplations. Je mettrai aussi d'ailleurs le lien de Califat al-Muslim, la page YouTube et la page où on peut accéder au deuxième grand documentaire sur la tuerie sur la mosquée au Canada. La dernière marche dans la mosquée, ouais. Mhm. La dernière marche dans la mosquée, effectivement. Dernière question, Abdelrahman, si un des auditeurs ou une auditrice souhaite te suivre ou bien si ils ont des questions à te poser, qui souhaitent te contacter, est-ce que c'est possible? Oui, sur Facebook. Donc, si on met mon nom sur Facebook, Abderrahman Edjouj, on peut me trouver, ou bien sur LinkedIn. D'accord. Donc, ça ne me pose absolument pas de problème. Avec plaisir, si on peut répondre à des questions ou aider dans certains projets, c'est avec grand plaisir. Très bien. Bah, écoute, Abdelrahman, on a terminé. C'était Bah, écoute, un grand merci. plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. C'était vraiment très inspirant. J'aime beaucoup ta démarche et ta motivation. Et surtout, enfin, tu as un métier qui est déjà très prenant de base. Et tu arrives à te motiver, à trouver du temps pour tout ça. Euh, je trouve que c'est inspirant. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Que Dieu te permette Merci, c'est gentil. de pouvoir faire encore plus de projets positifs pour la Oumma, pour l'humanité, pour tout le monde, Inch'Allah. Et puis Amin. voilà, qu'il te mette Bah, la écoute, baraka. merci à toi. Merci à. Bah, écoute, moi aussi, je trouve que ce que tu fais, c'est super inspirant. J'avais déjà vu tes podcasts depuis un certain temps déjà. Je pense qu'il y en a beaucoup sur lesquels je suis tombé par hasard ou peut-être via le partage de certaines personnes que tu as interviewées. En tout cas, bah, j'admire ta démarche aussi. Je sais à quel point c'est chronophage. Je sais à quel point c'est un sacrifice aussi parce que tu pourrais tout simplement juste bah, vivre ta vie et puis ne pas chercher à partager toutes ces belles choses. Mais je trouve que ça dénote, enfin, ça démontre euh, une forme de générosité et puis bah, que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Et puis bah, je te souhaite vraiment de continuer, de faire encore plus, de faire encore plus beau, de faire encore mieux. Et c'est tout le bonheur que je te souhaite pour la suite de tes podcasts. Barakallah fik, Abdelrahman. Fallait pas en dire tant là, tu me fais rougir. Mais j'espère que Dieu fasse que notre nia soit pure et qu'il nous récompense, Inch'Allah, pour nos actions. Abdelrahman, Amin. j'espère que je te rencontrerai un jour en Suisse ou je ne sais où. Ouais, Tu avec es à grand Genève, plaisir. hein? Tu vis à Genève, il me semble. Ouais, je suis pas très loin de Genève. Ouais. D'accord. Donc Bon, moi, mes parents euh, sont à Lyon, donc peut-être qu'on peut se voir à Singapour aussi, hein. ouais, bah, écoute, vas-y, il faut pas que tu hésites hein, si Si tu viens je dans le passe par coin. là, Ou en si je Malaisie, même, passe à ouais. l'occasion. Ou en Malaisie, ouais, carrément. Avec grand plaisir. Ou peut-être quelque part d'autre
on va aller voir les aurores boréales. Ça peut être un projet aussi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt physiquement. Inch'Allah. Jazakallah khairan, Abdelrahman. Je te souhaite une très belle fin de semaine. Enfin, qu'on est quel Prends jour? On est soin de toi. samedi là. Alors, une bonne fin de On est week-end. samedi, il me semble. Ouais. Oui, merci, c'est gentil. Et toi Et puis aussi. à très vite. Salam alaikum. À très bientôt. Comme salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.